Investir, ce n'est pas simplement prendre son argent durement gagné et le placer sur une valeur auquel on croit. Investir, c'est avant tout définir une stratégie et comprendre ce que l'on fait. Placer son argent, c'est finalement la dernière chose, la chose la plus simple. Investir, c'est un apprentissage au long cours, on en apprend tous les jours. Malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui se lancent sans apprendre. Ils commencent à investir l'argent durement gagné sans connaître les règles, sans connaître le fonctionnement de ce monde. C'est comme si moi, demain, je voulais faire un match de foot sans avoir vu aucun match et sans connaître les règles. Simplement parce que moi, je pense qu'un match de foot, c'est simplement courir derrière un ballon pendant 90 minutes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 règles que toute personne qui souhaite investir doit connaître avant de commencer et de investir son premier euro. Alors la première règle, règle numéro 1, tu dois toujours connaître systématiquement quel type de revenu tu souhaites créer. Cette règle est déterminante parce qu'elle va impacter tes choix futurs. Il existe donc 3 types de revenus. Le premier, ce sont les revenus ordinaires. Revenus ordinaires, c'est des revenus issus, par exemple, de ton travail en tant que salarié d'une entreprise. C'est le revenu généralement le plus taxé. C'est évidemment celui avec lequel on aura beaucoup plus de mal à devenir riche ou en tout cas à s'enrichir. Le deuxième type de revenu, ça va être des revenus de portefeuille. Les revenus de portefeuille, en fait, c'est très simple, ce sont des revenus issus de tes placements financiers. Les actions, donc avec les dividendes et les plus-values que tu peux faire entre l'achat et la revente d'une action, les obligations, donc le rendement de l'obligation que tu vas avoir, et on a aussi les fonds communs de placement, où là, voilà, le rendement peut être variable, mais tu as également des revenus issus de ce placement. Ce sont des revenus qui sont moins taxés que les revenus, les premiers types de revenus, donc les revenus ordinaires. Il est beaucoup plus facile effectivement de travailler sur sa richesse, de travailler sur son enrichissement grâce à ce type de revenus. C'est également des revenus très populaires parce qu'ils sont faciles à gérer et puis ils sont relativement très liquides, c'est-à-dire qu'on peut les acheter et revendre très facilement. On peut acheter des actions et en revendre très très rapidement, sans avoir à attendre que quelqu'un te rachète tes actions. C'est très 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 rapide, c'est très fluide. C'est pas comme l'immobilier effectivement où là tu ne peux pas revendre du jour au lendemain le bien que tu as acheté. Ensuite nous avons les revenus sans exploitation active. Ce sont des revenus essentiellement issus de transactions immobilières, mais aussi de brevets, et comme son nom l'indique, d'autres types de revenus qui n'ont pas d'exploitation directe, qui ne sont pas exploités directement par l'investisseur. Ces revenus sont généralement intéressants parce qu'ils ont des avantages fiscaux assez importants et peuvent générer justement des rendements très conséquents. Donc il est facile, évidemment, beaucoup plus facile de générer de la richesse que via des revenus ordinaires. On va passer à la règle numéro 2. La règle numéro 2, elle, en fait, est très simple. Il faut convertir tous les revenus, tous ces revenus, que ce soit des revenus ordinaires, que ce soit des revenus d'exploitation sans exploitation active ou de revenus de portefeuille, en justement de nouveaux revenus de portefeuille ou de exploitation active, et non de revenus ordinaires. L'équation est très simple, on prend les revenus, donc tous les revenus, tout l'ensemble des revenus qu'on peut avoir, et on les transforme donc en revenus de portefeuille, et revenus sans exploitation active. Et le gros intérêt, c'est que donc tous les revenus vont pouvoir générer des rendements très très importants puisque ce sont les deux types de revenus où on va avoir donc un rendement très 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 important. La règle numéro 3 est très simple puisqu'elle reprend en grande partie la règle numéro 2 qui est donc de convertir des revenus, et là on va prendre les revenus ordinaires, donc les revenus issus de salaire, en revenus de portefeuille ou en revenus sans exploitation active. L'idée c'est de sécuriser donc ces revenus-là, donc les revenus de salaire, les revenus ordinaires. On va sécuriser ces revenus-là en achetant notamment donc des valeurs qui vont être dans ces deux types de revenus, donc les revenus de portefeuille et les revenus sans exploitation active. Généralement, ces revenus-là, donc ces valeurs-là, sont des valeurs encadrées par l'État, donc qui ont une certaine sécurité. Généralement, on va parler d'assurance vie, qui est le produit encadré par l'État et sécurisé en grande partie. Mais il y a d'autres produits d'investissement qui ont notamment des avantages fiscaux qui permettent de sécuriser donc son revenu. Donc ce sont des valeurs qui nous permettent justement de sécuriser notre revenu issu de revenus ordinaires en revenus de portefeuille ou en revenus sans exploitation active. Et donc il y a d'autres produits, comme on le disait, qui peuvent être issus d'avantages fiscaux. Et pourquoi on parle de valeurs? Parce qu'au final,
il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une valeur peut être un actif ou un passif. On a déjà parlé d'actif ou de passif, mais une valeur n'est pas forcément un actif, comme on pourrait le croire. Une valeur peut très bien être un actif s'il rapporte de l'argent, mais une valeur peut également être un passif s'il ne dégage pas de revenus. Et on va prendre un exemple, on peut même prendre deux exemples. On va prendre l'exemple, par exemple, d'actions, on achète des actions, et on va prendre un exemple avec une maison. Eh bien, c'est très simple. On va avoir donc des revenus et des dépenses. D'accord ? Revenus, dépenses. On va avoir donc les actifs et les passifs. Et passifs. Et donc on va prendre les actions. Donc on va avoir un produit qui s'appelle les actions, avec des dividendes par exemple, hein, et on va prendre un autre produit qui va être donc un bien immobilier, donc une maison. Eh bien, une action peut très bien être un actif, parce qu'il va rapporter un rendement, et donc dégager des revenus. Mais il peut également être un passif s'il ne rapporte pas d'argent. Donc une action qu'on achète peut également nous coûter de l'argent si effectivement il n'y a pas de dividende versé et si l'action ne prend pas de valeur, d'accord ? Il n'y a pas d'achat-revente. Parce que, pourquoi ça serait un passif dans ce cas-là ? Eh bien parce que, par exemple, notre courtier nous prend des droits de garde, donc que l'action nous rapporte de l'argent ou ne nous rapporte pas d'argent. Donc une action peut très bien être un actif s'il nous rapporte de l'argent via des dividendes et peut être un passif si donc, il ne nous rapporte pas d'argent et si il nous coûte de l'argent par le biais notamment effectivement, comme on le disait, des droits de garde chez notre courtier. Et une maison peut être également un actif ou un passif. Une maison donc, peut être un passif dans le cas où on détient une maison, mais on n'exploite pas donc, cette maison. Il n'y a pas d'argent qui est issu de cette maison, donc pas de loyer, voilà, on n'exploite pas. Et donc on a des dépenses parce que eh bien, il faut payer la taxe foncière, il faut payer l'entretien de la maison, il faut payer des charges qui sont inhérentes à la détention d'un bien immobilier. Et si on n'exploite pas la maison, bah forcément c'est un passif et ce n'est pas forcément un actif. La règle numéro 4 va être très simple puisqu'on va reprendre la règle numéro 3. En réalité, ce qui est actif ou passif, c'est souvent l'investisseur. L'investisseur peut être un investisseur actif ou un investisseur passif. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, en fait, l'investisseur actif, lui, va saisir les bonnes opportunités, va être capable, là où d'autres vont échouer, vont pas sentir les bons coups, eh bien, va faire la différence et va faire du bénéfice. Et l'investisseur passif, c'est la personne qui ne va pas sentir les bons coups, ne va pas être formé, ne va pas savoir détecter les bonnes opportunités. Et ce qui en fait un investisseur passif, c'est surtout parce que cette personne n'est pas formée, n'a pas d'expérience et donc ne peut pas comprendre le monde dans lequel il interagit. Voilà, c'est essentiellement pour ça. Et donc pour être un investisseur actif, il faut se former constamment, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut écouter des gens qui ont réussi. Et généralement, les investisseurs passifs sont toujours les personnes qui vont dire, par exemple, pour un bien immobilier, va dire « Ah, il y a 10 ans, j'avais l'opportunité d'acheter ce terrain-là, regarde quelle valeur il a aujourd'hui. » Eh bien, l'investisseur passif, c'est celui qui va souvent dire ce genre de choses. Et l'investisseur actif, lui, il aura acheté ce terrain il y a 10 ans et il aura fait une plus-value, il aura construit dedans et donc fait croître la valeur du bien immobilier qu'il a acheté. Et l'investisseur passif, lui, va toujours se rappeler de ce qui s'est passé avant et de toutes les opportunités qu'il a ratées. Parce qu'il n'aura pas été formé, il n'aura pas compris qu'à ce moment-là, il y avait une opportunité. Et donc cette règle numéro 4, c'est deviens un investisseur actif. La règle numéro 5, pour terminer, c'est, je pense, la règle la plus importante, même si elles sont toutes importantes, mais la règle numéro 5, en fait, c'est l'investisseur doit absolument être prêt à toute éventualité. Un investisseur qui doit être prêt à toute éventualité, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est un investisseur qui va être capable, en fait, d'attendre le meilleur moment, d'attendre les meilleurs coups, de ne pas se précipiter, de jauger son adversaire, donc de jauger d'autres investisseurs qui peuvent être sur le même coup. On parlait d'immobilier, on va reprendre l'exemple de l'immobilier, mais un investisseur
qui va être capable de voir, enfin d'être prêt à toute éventualité. C'est un investisseur qui aura la capacité financière d'aller investir au moment le plus opportun. C'est-à-dire qu'il est prêt à investir à tout moment. Il ne va pas investir tous azimuts, il va être capable de concentrer son investissement au moment où c'est le plus intéressant financièrement, où il sait qu'il va faire une plus-value la plus importante. Et c'est seulement de cette manière-là que tu peux devenir par la suite un investisseur qui réussit, un investisseur qui jauge les bons coups. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Si tout ça, ça t'intéresse, donc que ce soit les placements financiers, que ce soit les finances personnelles, eh bien, j'envoie un email hebdomadaire à l'ensemble de ma communauté. Donc, ce sont des emails privés. Donc, ce n'est pas du spam, c'est un email hebdomadaire. Si ça ne t'intéresse pas, évidemment, tu peux te désabonner à tout moment. J'apporte énormément de valeur. Donc, je parle de finances personnelles, de placements financiers. Et je te raconte notamment mes placements financiers notamment, et j'explique également des opportunités qu'il peut avoir sur le marché de manière générale, que ce soit de l'investissement en immobilier ou des placements sur les marchés boursiers. Donc si tout ça, ça t'intéresse, il y a un seul lien pour t'inscrire. Donc je le mets en description évidemment de la vidéo, mais le lien s'inscrit juste ici. Tu peux aller sur cette page et enregistrer ton adresse email. Tu recevras le prochain email la semaine prochaine. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Allez, à très bientôt. Ciao.